Bonjour, c'est Maxime Roy, je suis reporter étudiant. Je suis également étudiant à l'Université de Montréal à certificat de gestion de l'information numérique et à l'archivistique. Je suis ici avec Maude Doyon, qui est archiviste et responsable de la numérisation et de l'entreposage à la Ville de Québec. Bonjour Maude. Bonjour Maxime. On va commencer rapidement. Est-ce que tu pourrais te présenter, par exemple, ton parcours académique? Bien sûr, j'ai un parcours relativement atypique par rapport à la plupart des archivistes, c'est-à-dire que j'ai un bac multi, j'ai cumulé des cours en économie politique, en communication. Ensuite de ça, j'ai greffé des cours en archivistique, les blocs complémentaires, puis le volet plus administratif m'intéressait, législatif. Donc, je suis allée me chercher des cours en système d'information, puis en administration. Ensuite, j'ai une scolarité de maîtrise que je n'ai pas encore terminée. J'ai vu que tu as eu beaucoup d'implications avec les organismes publics, parapublics. Est-ce que tu pourrais décrire rapidement ton parcours? Oui, c'est essentiellement parapublic. En fait, en 2007, en terminant mon certificat en archivistique, j'ai fait mon stage à la division des archives qui s'appelle maintenant la division de la gestion des documents administratifs et des archives. J'étais étudiante l'été, puis essentiellement mon rôle se concentrait à faire du traitement de fonds privés, institutionnels. On avait fait aussi un projet d'inventaire, on était 3, ça avait été super intéressant. Ensuite de ça, c'était un super de beau milieu dans la mesure où il y avait le directeur des archives en place à ce moment-là, partageait beaucoup ses expériences, beaucoup ses connaissances, puis croyait beaucoup à la relève. Donc c'est pour ça qu'il tentait d'engager des étudiants. Puis à ce sujet-là, ça a été une expérience fort riche, assez que j'ai eu mon premier contrat professionnel à la suite de la fin de mes études, qui m'a permis de réviser les outils, entre autres le plan de classif, le calendrier, faire un peu de soutien auprès des unités. À la division des archives, c'est super intéressant, de l'Université Laval, parce qu'ils ont des fonds institutionnels, ils ont des fonds non institutionnels privés, fonds de l'acquisition, parce que c'est un centre d'archives agréé. Puis, une particularité aussi, c'est qu'ils ont des fonds d'ethnologie et de folklore. C'est quand même une première en Amérique du Nord. C'est Luc Lacourcière avait passé à l'Université Laval, puis a fait don et un legs de ses précieuses archives. Ensuite de ça, en étant à l'emploi de la division des archives, j'ai été prêtée à la commission Bastarache en 2011, un peu à la fin, dans les derniers mois. Fait que, essentiellement, mon rôle s'est concentré à organiser le versement aux archives nationales. BNQ, c'est pas les archives nationales, lapsus. Fait que ça a été aussi un rôle là, pour arriver à gérer ça en amont. Puis, c'est un versement en tutelle, fait qu'on a beaucoup transigé avec le ministère de la Justice. Puis la particularité de ce mandat-là, c'était il y a eu beaucoup de gestion de changement à faire. Je travaillais avec des avocats. Comme j'arrivais en fin de processus, j'avais pas été impliquée. Donc, à ce niveau-là, ça a été fort riche. Puis les gestionnaires en place étaient assez exceptionnels. Des gestionnaires extraordinaires. Ensuite de ça, je suis passée à la Ville de Québec, un contrat d'1 an. C'était pour un projet d'établissement de la GID, de la GED. Il était quand même en avance. Il y avait eu une analyse. On avait fait beaucoup de tests. On travaillait avec SharePoint, un registre de métadonnées. On a tenté de réviser le calendrier. On avait vraiment une nouvelle approche. Ensuite de ça, j'ai été à l'emploi de BNQ durant 2 ans. Je m'occupais des archives gouvernementales. Entre autres, c'était super intéressant. Ministère, conseil exécutif, finances, revenus. Puis ça a permis de développer une bonne connaissance du fonctionnement de l'État. Puis gérer les versements, les calendriers, du rôle conseil auprès des MO. Puis c'est super intéressant ces contacts-là parce que tu développes des liens avec les gens, tu connais comment ils fonctionnent, puis tu implantes des nouvelles pratiques parce que des fois ça te remet en question aussi. Puis présentement, je suis à l'emploi de la Ville, comme tu le disais, je suis responsable de la numérisation, de l'entreposage, je fais du lean management aussi. Puis, j'essaie de faire de la GID là, quand j'ai du temps, mais ça occupe peut-être 1% de ma tâche. Un jour, j'y arriverai. On a une équipe de 2 personnes qui fait ça. Puis, vous allez voir, on remet beaucoup en question les concepts, calendrier, tout ça. Nous, on a effectué un peu un virage à 180 degrés. Fait que ça ressemble à ça.
Avant de choisir le domaine de l'archivistique, est-ce que tu voulais faire un autre type d'emploi ou tu as toujours su que c'était ton domaine? Non, ben, je pense qu'on ne le sait pas d'avance, là. Mais par contre, j'ai toujours eu une curiosité intellectuelle. Puis l'archivistique, ça nous amène quand même à cristalliser tout ça. Puis ça touche tellement de disciplines là, que ça alimente beaucoup ma curiosité. Puis j'apprends plein de choses, j'acquiers des nouvelles connaissances. Par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Le volet juridique, le volet technologique, tout le volet aussi humain, gestion de changement, gestion personnelle, c'est assez... l'archivistique peut nous amener à plein de places, puis ici, on a tous des parcours différents, puis je suis sûre que par rapport à nos intérêts, on trouve son compte. Juste revenir un peu à ton emploi avec Bibliothèque Archives nationales, surtout avec l'opportunité qu'ils m'ont offerte. L'opportunité, oui, merci, de travailler avec le gouvernement Canada, Québec et à propos du projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, c'est quoi ce projet-là? Ben oui, c'est le fruit d'une volonté qui a débouché sur une collaboration tripartite. Là, ça le dit gouvernement fédéral, gouvernement provincial, puis gouvernement d'Haïti. En fait, le gouvernement fédéral, lui, fournissait des fonds, l'argent. Le gouvernement provincial aussi a injecté des fonds, mais par le biais de ressources, il dégageait des experts. Puis, le gouvernement haïtien, eux, accueillent ces experts-là justement pour revoir plein de pans de leur administration publique, parce que ça ne s'est pas limité à la gestion documentaire. C'est vraiment tout ce qui était processus de ressources humaines, ressources financières, ressources informationnelles. C'est la réforme de l'État pour justement qu'ils prennent leur envol, puis qui acquièrent une expertise, puis une autonomie par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter une espèce de journée type comme ton rôle au sein de ce projet? Ben oui, en fait, la mission, il y en a eu deux. La première s'est déroulée en 2013 pendant 2 semaines. La première mission s'est concentrée à faire l'état de situation de diagnostic. La journée type, on faisait beaucoup d'entrevues avec les ministères. On rencontrait les directeurs généraux, c'est les équivalents des sous-ministres. Puis là, il y avait une cueillette d'informations pour arriver à situer où étaient les préoccupations, les enjeux, les risques. Puis, on a couvert, entre autres, le ministère de la Culture, les communications, les transports. On se promenait beaucoup. On rencontrait beaucoup de gens qui nous faisaient part de leurs préoccupations, leurs besoins. Il fallait un peu cartographier tout ça, puis dire, OK, prioriser, parce qu'il fallait aussi discriminer les besoins, puis tout ce qui était la capacité. Oui, exactement. Fait que ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est concentré plus à l'accompagnement du coaching. On travaillait au centre de documentation de la primature. La primature, c'est un peu l'organe administratif du gouvernement. C'est l'équivalent du conseil exécutif. Parce que tous les documents produits par la primature ou reçus devaient passer par le centre de documentation. Puis, vous ne serez pas sans savoir que ça représentait quand même une masse documentaire, qu'il y avait peu d'outils. Fait qu'on est allé avec mon patron là, de l'époque, Bruno Lemay, un peu les accompagner là-dedans. C'était au-delà de l'accompagnement, c'était vraiment du coaching pour qu'ils acquièrent des notions puis des bonnes pratiques. Là. Mais 2 semaines, c'est court. Donc, on leur a fait un plan d'action aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'on pouvait faire. Quand tu t'es fait approcher par BANQ, c'était quoi ta première réaction? Comment tu t'es sentie? En fait, c'était à l'époque, le directeur général, c'était Normand Charbonneau. Il me fait venir dans son bureau et il me dit « Ça te tente de partir en Haïti? » Moi, j'étais super enthousiaste. J'ai dit « Ben oui, on part quand? » La première réaction, j'étais super contente d'avoir cette opportunité-là de partir. Puis, c'est valorisant aussi, là, ton patron t'appelle, il dit « Viens, il faut que je te voie », puis il t'offre ça. Après, on commence à se renseigner, à lire un peu qu'est-ce qu'on peut manger, le climat, la culture, tout ça. Puis on prépare les démarches, là, parce que je ne vous cacherai pas aussi que ça prend des vaccins. Le passeport, est-ce qu'il est correct? Le billet d'avion, où on loge? Il y avait quand même une bonne logistique derrière tout ça. Est-ce que ton expérience de travail avec le gouvernement du Québec, d'autres organismes parapublics, t'a fait réaliser que tu étais vraiment la bonne personne pour ce poste-là? J'espère. Mais c'est sûr que ça prend une certaine ouverture aux autres là, pour aller en Haïti.
C'était 3 ans après le tremblement de terre. Puis là, tu te fais briefer, là, il y a des kidnappings, ça se peut qu'il y ait une rançon, que tu deviennes une otage. La sécurité, c'est vraiment pas la même chose, là. C'est un autre mode de pensée, c'est pas la même chose. Tu te promènes pas tout seul. Il faut être conscient de ça, puis il faut l'intégrer vite. Après ça, ben, ça prend quelqu'un qui s'adapte facilement. Une autre culture, une autre mentalité. Ben, un intérêt pour les défis. Puis t'es tout seul, hein, aussi. Fait que tu peux pas vraiment discuter. Fait que faut que tu comprennes rapidement les enjeux, puis aussi l'échiquier politique. Là. C'est qui va être tes alliés là-dedans, puis c'est qui ne seront pas. Fait que quand tu arrives, là, il te brief à l'ambassade, puis tu as d'affaire à dire, OK, lui, ça va être un acteur qui va m'aider. Lui, je pense que dans ses comportements, puis dans ses commentaires, il m'aidera pas. Fait que il faut que ça se place rapidement dans la tête, que tu dises, OK, au sortir de ça, il faut que ça soit positif, puis qu'il y ait quelque chose de concret. Là. Aussi, du côté plus professionnel, du côté de ta carrière, est-ce que ça t'a apporté un plus? Ben oui, c'est des expériences qui sont hyper riches. Ça te permet de réfléchir sur toi-même, sur qu'est-ce que tu es capable de faire, ce que tu peux pas faire. Côté professionnel, c'est vraiment enrichissant, mais d'un autre côté aussi, sur les plans personnels et culturels, là, c'est encore mieux. Là. Ça te nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il ne faut pas oublier que, avant d'être un professionnel, on est quelqu'un, là, on est une personne. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Là. Aussi, c'est comme dans le domaine de l'archivistique, on est surtout porté à travailler avec beaucoup d'autres personnes en collaboration, par exemple, personnes administratives, les TI, les gestionnaires, même les d'autres archivistes. Est-ce que le fait d'avoir fait ce projet-là t'a changé ta réaction, comment tu travaillais avec les autres personnes? Elle a peut-être consolidé. Je ne dirais pas changer, mais consolider. Ça l'affirme le fait qu'il faut que tu comprennes la culture des gens avec qui tu travailles. Tu sais, à savoir, il faut que tu t'adaptes à qui tu parles. Si tu parles à des gens de TI, tu n'auras pas les mêmes arguments, tu leur parleras pas de la même manière que des archivistes historiques ou des gestionnaires. À partir de là, ça t'amène à dire, il faut que je comprenne les motivations des gens, leurs besoins, puis les bénéfices que je peux leur apporter. Puis derrière tout ça aussi, il faut comprendre les enjeux, les jeux de pouvoir. Fait que oui, tout ça a amené à renforcer cette notion-là parce que, en Haïti, on a côtoyé plein de gens avec des besoins divers. Là. Puis, comme je vous disais tantôt, on parlait aux directeurs généraux qui n'ont pas la même préoccupation que la fille qui est, qui est à télé haïtienne, qui dit, moi, là, ma préoccupation, là, c'est de conserver mes bobines. On joue à plusieurs niveaux. Là. Juste revenir un petit peu sur Haïti en général. Tu as mentionné tantôt que tu es allé 3 ans après le tremblement de terre. Est-ce que justement le tremblement de terre a eu un impact sur le déroulement du projet? Par exemple, des décisions qui ont été prises avant que ça arrive, qui ont été obligées d'être modifiées? C'est dur à savoir parce que la première mission s'est déroulée en 2013. Par contre, on peut mesurer les impacts là, qui ont eu lieu. À savoir, en 2013, c'était quand même relativement récent le tremblement de terre. Ça faisait un petit peu plus de 3 ans. Puis, on est encore en reconstruction. Là. Puis, tout le monde a été touché par le tremblement de terre, d'un point de vue humain, mais administrativement parlant aussi. Là, quand on voit là, les ministères, il y en a que le ministère de l'Agriculture, le bâtiment est encore debout, mais il est sur le point de s'effondrer. Puis là, il y a eu le tremblement de terre, puis ils ont laissé ça intact. Fait que tu rentres dans le ministère, puis tout est là. C'est spécial, l'atmosphère, l'ambiance, puis là, il y a plein de chauves-souris. Là, les bébites se sont appropriées la chose. Sinon, le palais présidentiel, c'est la même chose aussi, il est condamné. Fait que tout ça, là... Tu sais pas si tu travailles là, mais tu sais pas si ça va te tomber sur la tête. Non, puis les besoins primaires des gens, là, c'était de reconstruire leur abri, c'était de se nourrir. Fait que il y a eu, je pense... l'administration, la sphère publique là, a ralenti un petit peu. Fait qu'à ce sujet-là, pour répondre à la question, c'est dur de savoir s'il y a eu des décisions de prise. Par contre, on dénote vraiment une volonté en 2013 de dire OK, on se remet en question et on repart là, sur des bonnes bases. On sentait vraiment la volonté. Par contre, la capacité, c'est dur parce que ça laisse des marques, là, un tremblement de terre. Puis, juste à titre d'exemple, les gens, pour sauver un peu les documents, les archives, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de prendre des containers puis de remplir ça. Mais là, tu te dis, OK, à moyen, long terme, il faut faire quelque chose avec ces containers-là. Ils ont vidé des bureaux à la hâte. Après ça, il y a eu des vols.
Quand après, les gens sont venus chercher le matériel, tout ce qu'ils pouvaient, là, ça a été sorti. Il y a beaucoup de documents qui ont été perdus comme ça. Il y a beaucoup de matériel. Au-delà des documents, le matériel, les postes informatiques, on oublie ça. Les voitures du gouvernement, on oublie ça. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Puis le tremblement de terre, Port-au-Prince, ils sont sur une faille. C'est pas impossible que ça se reproduise. Mais en se reconstruisant, il va falloir qu'ils pensent à peut-être se doter d'une infrastructure qui résiste un petit peu plus ou de mesures qui vont permettre de bien préserver leur information. Aussi, juste pour revenir un petit peu sur le gouvernement d'Haïti en général, j'ai lu qu'il était dépendant de l'aide internationale. Oui, c'était le gouvernement canadien qui fournissait les fonds, mais est-ce que tant les autres gouvernements avaient leur mot à dire sur la gestion des archives en général? La gestion des archives, les archives nationales, c'est une sphère plus autonome. Ils ont une loi organique, tout ça, c'est vraiment un organisme autonome en soi. Nous, on a peu agi avec les archives nationales. On les a rencontrés, on a fait une collecte de données, on a eu une entrevue avec M. Bertrand. Par contre, on était plus appelés à travailler avec la primature, là. Mais les archives nationales, ils ont eu beaucoup de partenariats avec des organismes, entre autres Archivistes sans frontières. Ils ont eu des fonds pour numériser les registres d'état civil, les actes d'état civil. Eux, ils ont été capables d'aller chercher ça. Puis aussi, il faut lui donner, là, à M. Bertrand, il est quand même très au fait de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est allumé, qui voyage beaucoup. Puis il y a une vision pour les archives. Par contre, il y a beaucoup de défis pour les mettre en valeur. Puis il y avait beaucoup d'arrérage aussi. Parce que en Haïti, là, gérer le cycle de vie, c'est pas quelque chose qui est dans les pratiques courantes, là. Est-ce que la notion du terme archive est différente de ce qu'on a au Québec? Très. Pour nous, des archives, on sait c'est quoi, c'est très défini. Par contre, en Haïti, tout ce qui est produit ou reçu, c'est des archives pour eux. Fait qu'on comprendra que c'est pas long que tu te ramasses avec une masse de documents que tu n'es plus capable de trouver, puis ils n'ont pas de mécanisme pour les gérer. À savoir un calendrier, un plan, ça pose des problèmes de repérage un peu, puis de gestion. Puis le cycle de vie, là, c'est inexistant. Puis à ce sujet-là, je me disais, comment on pourrait les conscientiser? On avait organisé une conférence lors de la première mission, justement pour leur présenter le modèle québécois, là, comment on gérait ça, c'était quoi notre vision, puis comment on est arrivé là. C'était une révolution. C'est une révolution, là, j'ai jamais vu du monde attentif comme ça. Puis là, c'est comme si je leur avais donné la recette pour produire de l'art. On les a amenés ailleurs. C'est vraiment, là, c'était de toute beauté. Puis ils n'ont pas... les archives, pour eux, là, c'est pas agir en amont, ils agissent en aval. En aval, il est trop tard. Puis c'est peut-être ça, à un moment donné, il va falloir qu'ils se repositionnent puis qu'ils fassent preuve de leadership parce qu'en étant toujours à la remorque, c'est dur de se positionner bien puis d'avoir un rôle stratégique. Mais on voit que les archives essaient de se positionner parce que ils vont déposer la loi organique sur les archives là, qui est en plan, ils l'ont réécrite. On voyait qu'il y avait déjà une évolution avec ce qui avait été produit en 86. Parce que les archives en Haïti, ça fait longtemps que ça existe, là. Je ne me trompe pas, 1860, il y avait une conscience de ça. C'était un régime, le président là, de l'époque disait il faut garder les archives, il faut mettre en place des structures. Fait que de mémoire, là, c'est peut-être son précurseur. Là, ça fait 150 ans qu'ils ont des archives. Juste pour revenir un peu, tantôt, tu as mentionné qu'après le tremblement de terre, ils mettaient les archives dans les containers. Vu qu'Haïti, c'est un climat tropical, comme une saison des pluies et des ouragans, est-ce que ça apporte des défis supplémentaires à la conservation et la gestion des archives? Bien, c'est sûr, oui, parce qu'un entreposage adéquat, c'est primordial. À titre personnel, je pense pas qu'à court terme, on va pouvoir avoir des dépôts comme on peut en avoir ici, la température contrôlée, l'humidité contrôlée. Ça demande trop de ressources, trop de sous. C'est pas ça la priorité. Par contre, un des livrables qu'on leur avait produit lors de la deuxième mission, c'était justement des recommandations pour bien conserver leurs archives. Puis c'était des choses simples là, à mettre en application. À titre d'exemple, vos salles de serveurs, fermez-les. Non, mais je veux dire, c'est drôle, là, mais
dans la vraie vie, là, les archives civiles, la salle de serveur, ils étaient tellement fiers de me la montrer. Ils étaient au 2e étage, puis ils me le disent, là, regarde, on a une conscience, notre salle est au 2e étage. Puis je leur dis, oui, mais ta salle, là, je vois dehors. Il y a deux pouces là, entre le plafond et le mur. Et quand il mouille, ça se peut qu'il y ait de la pluie. Puis là, je dis, ben, ça serait peut-être le fun qu'on la ferme. Ça ne coûtera pas cher, pas trop d'efforts, puis vous allez avoir des bénéfices. Ou il y avait souvent des registres au sol. Tu sais, l'état civil, là, les registres étaient tout au sol. Puis c'était jamais contrôlé de qui le prenait, il était rendu où. Bon, ben peut-être ça, mettre en place une petite fiche de sortie, une petite mesure de sécurité, tu sais, des choses comme ça. Ben, pas laisser ses portes ouvertes, parce qu'eux, il fait chaud là-bas. Fait que, mais tu laisses tes portes ouvertes, il y a des bébites. Tu sais, identifier les documents essentiels, au moins les mettre à la même place, les identifier, ça, c'était pas encore fait. Fait que c'est pas juste la préservation. À long terme, c'est exactement ça. C'est, tu sais, inculquer des bonnes pratiques, puis des fois des réflexes, là, de dire... mais il y avait cette ouverture-là, de dire, ah oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. Il y avait vraiment une belle ouverture à ce sujet-là. Il faut rester simple. C'est bien beau là, d'essayer de leur inculquer des grands principes, mais non, on va commencer. Tu sais, la théorie du petit pas, on va en faire un petit peu. C'est ça. Mais des fois, je pense qu'on arrive, puis nous autres, on le sait, mais tu sais, on arrive en temps. Mais non, c'est vous autres qui va vivre avec. Là. Moi, je pars dans 2 semaines. Fait qu'il faut que ça reste, il faut que ça soit pérenne, parce que je reviendrai probablement pas. C'est des petites actions que tu mets en place qui, au fil, ça construit quelque chose. Juste pour terminer un petit peu, c'est comme ma prochaine question revient pas mal à ce qu'on a déjà discuté, parce que le projet en tant que tel, c'était vraiment transférer l'expertise de l'administration publique du Québec vers celle de l'administration d'Haïti. Jim, aborder un peu les différences entre les méthodes de travail. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, des vraies majeures différences entre Québec et Haïti? Au-delà des méthodes de travail, il y a une culture qui est différente. Il y a un rapport à l'autre qui est différent. La hiérarchie est extrêmement importante. C'est une hiérarchie verticale, mais tu ne peux pas avoir plus verticale. Puis je vais vous donner un exemple. Un directeur doit permettre à son employé de parler. S'il y a quelque chose à dire, il ne peut pas... nous, on va intervenir, il n'y aura pas de problème avec nos directeurs. Pas eux. Demande le droit de parole, puis le directeur l'autorise. Ça, c'est un peu la première fois, là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu sais, c'est... Mais bon, quand ça fait 5 minutes, tu dis, OK, ça marche comme ça. Tout ce qui est la notion du temps, c'est pas les mêmes affaires, là. Chez nous, il faut être à l'heure, on est... Pas eux. Tu sais, le chauffeur, là, moi, je partais, mon vol était 2 heures. Mettons, il partait à 2 heures. Il m'avait dit, à midi, on le prend. Ben, il était rendu 1 heure, puis le chauffeur n'était pas arrivé. Là, tu dis, je vais manquer mon avion. Puis là, tu dis, bon, OK, la pire affaire, je le manquerai. J'appellerai, dire, j'arrive dans le prochain vol. Ils n'ont pas la même préoccupation. Les moyens de communiquer aussi. Un Haïtien, s'il n'a pas la réponse ou s'il ne veut pas te le dire, il va trouver tous les moyens pour noyer le poisson. Là, non, mais c'est vrai, là, tu te fais prendre une fois. Puis là, à un moment donné, tu comprends, tu dis, OK, il m'en a passé une. Il faut toujours, des fois, les ramener. Puis, au-delà de ça aussi, le rapport homme-femme. Tu sais, nous, on est une société égalitaire. Là-bas, c'est un peu plus dur, surtout avec les hommes d'un certain âge. Moi, je suis arrivée là-bas, là, j'avais 2 prises. J'étais une femme, j'étais jeune. Fait que, ça fait 2 heures que tu es débarqué de l'avion, tu es à l'ambassade, puis il y en a un qui te dit, là, ta mission, elle ne servira pas à rien. J'avais dit, OK, M. Verdier, dans 2 semaines, on va être assis en même heure, à même date, on en reparlera, puis on fera le bilan, mais d'ici là, laissez-moi faire ma job. Mais c'est ça, tu sais, puis tu voyais vraiment qu'il voulait... te rabaisser. Ben, pas me rabaisser, mais tu sais, dire, là, écoute, c'est correct, là, il l'a affirmé, puis après, on a eu des super de bonnes relations, là, c'est pas ça. Mais les méthodes de travail aussi, là, pour en revenir à ta question, puis concrètement, c'est un bond dans le passé. Tu sais, je me sentais dans ma même. Tu sais, j'étais arrivée, là, il y avait des secrétaires, je tapais à dactylo. Puis là, non, mais c'est quelque chose, là. Tu sais, des ordinateurs, il n'y en a pas beaucoup. Puis là, il y a plein de monde dans le bureau. Tu as quelqu'un qui sert le café, tu as quelqu'un qui ramasse le café, tu as quelqu'un qui vient porter le dîner. On n'est pas habitué à ça. Tout ça, de se faire servir. Après ça, les méthodes de travail, il y avait des registres de correspondance. Puis pour eux, là, c'était de l'or en barre. Moi, je leur disais, ben c'est pas important la correspondance souvent, parce qu'ils se faisaient une copie de la lettre qu'ils envoyaient, une copie de la lettre
qui recevait, puis là, ils joignaient ça ensemble, puis ils reliaient toute la correspondance. Puis eux autres, là, c'était des belles archives. Là, je leur disais, non, mais attendez, là, mettez pas de belles reliures, là, en cuir, là. Tu sais, la notion d'archive, là, quand on en parlait tantôt, c'est pas la même chose, là. Puis on était loin de la nôtre, là. Fait que oui, les méthodes de travail, c'est hyper différent, là. Mais tranquillement, pas vite aussi, tu réalises qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus éduqués avec Internet, ils savent ce qui se passe ailleurs. Ils ont beaucoup de familles, de connaissances, d'amis aussi à l'extérieur, qui sont de plus en plus conscients des structures, là. Puis, même à ce sujet-là, on a travaillé, Bruno et moi, avec Moïse. Puis Moïse avait une ouverture sur le monde assez incroyable, là. Puis là, il nous posait des questions, il était super intéressé. Je pense qu'il aurait pu venir travailler au Québec, là. Tu sais, il voulait savoir comment on fonctionnait, puis ça le dépassait, là, où on était rendu, là. Peut-être que Moïse, on va le revoir dans 20 ans, puis que lui va avoir amené les archives ailleurs. Mais je terminerais, là, tu sais, Haïti, là, puis ça va être mon point, tu sais, à savoir, Haïti, là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une culture politique derrière tout ça. Puis il y a eu un régime en place qui a laissé des bonnes choses comme des mauvaises, là. Ça dépend du point de vue. Puis on le sent, là, c'est encore très, très, très présent, là. Puis ça se reflète à tous les niveaux, là. Puis je pense qu'il y en a encore pour quelques années avant d'être autonome là-dedans. Mais il y a une volonté. Suivi. Nous, la deuxième mission, on leur a laissé des livrables, des devoirs à faire. On a essayé justement de travailler avec le centre de doc et la primature pour leur dire, là, on vous a montré la recette, là, comment pêcher, c'est à votre tour. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y avait beaucoup d'attentes à ce qu'on continue. Puis on aurait pu les prendre en charge. Il y avait une volonté, je ne sais pas si on continuait beaucoup là-dedans. Moi, je leur parle, je dirais pas régulièrement, mais de façon sporadique, là, à savoir les gens avec qui j'ai travaillé quand c'est leur anniversaire, quand c'est Noël, je sais qu'ils sont super contents. C'est ça, ça l'avance la théorie du petit pas, là. Mais c'est un changement de culture dans la culture qui commence là, qui va pouvoir se transposer après en pratique. 1 an, 10 mois après la première mission. Puis, déjà, on voyait l'évolution, là, juste, puis là, on tasse un petit peu, là, le pourquoi j'étais là, mais, les infrastructures, ça avait changé, les routes étaient pavées, ça avait changé, là, Port-au-Prince, c'était pas la même, fait que j'y retournerais, puis je suis sûre que ça s'est encore amélioré, là. Mais, les Haïtiens, c'est un peuple extrêmement résilient, là, puis là-dessus, là, ils voient toujours du positif, le meilleur avenir, puis il y a l'ENAP aussi d'impliquer là-dedans. L'ENAP a un programme de formation en Haïti pour justement former des gestionnaires haïtiens. Puis il y a des profs qui sont déployés, il y a des programmes en ligne. Parce que ça va passer par là aussi, à savoir si on veut que l'administration fonctionne bien, il va falloir qu'ils se dotent de personnel compétent. Puis qu'ils valorisent aussi la profession, la fonction publique de travailler là, parce que, au gouvernement haïtien, là, le mode de recrutement, c'est pas le même que nous, c'est pas les mêmes règles. Puis, vous pouvez comprendre que c'est moins peut-être balisé. Fait que s'ils veulent avoir des gens compétents qui vont les amener ailleurs, il va falloir que, justement, les gens soient formés puis qu'ils restent à Haïti aussi, parce que les cerveaux, ils partent, là. Puis, ils sont pas payés cher non plus, là. Puis, entre autres, un archiviste, là, il nous disait, nous autres, là, chez nous, un archiviste, là, on est considérés comme les chauffeurs, on est au bas de l'échelle. On est de plancton. Puis, fait que quand tu veux te faire valoir, c'est difficile. C'est super difficile. Fait qu'il va falloir des gens aussi qui font preuve de leadership, qui y croient, d'intégrité. C'est beaucoup de choses. Parce que nous, on est habitués, là, c'est assez horizontal. Mon patron, si j'ai quelque chose à lui dire, on se parle, j'ai pas besoin, il me dira pas, Maud, confie-moi, ou je t'autorise à me parler. Alors que là, c'était ça. Fait que quand on est arrivé, là, ils ne nous parlaient pas, on leur posait des questions et ils n'interagissaient pas. Puis là, c'est à force de ça que tu comprends, OK, tu l'autorises-tu à parler? Ah oui, il peut parler. Puis je vais vous conter juste une anecdote. J'étais avec Bruno, c'était un mardi matin. Puis d'ailleurs, on les rencontre à 9h. Puis là, on essayait de faire relever la patente. Puis là, on leur pose des questions, des challengers. Il est 9h08, puis là, ils disent pas un mot, puis attendent. Puis là, j'écris à mon amie Catherine.
de dire la journée va être longue parce que ça fait 8 minutes puis il n'y a rien à sortir de là. Puis là, Bruno puis moi, on se regarde en voulant dire « Tu dis quoi d'intelligent, là? Sors de quoi? » Puis là, Bruno qui se lance dans un discours à ne plus finir pour justement essayer de... Non. Puis là, c'est là que tu comprends justement que, bon, ben, elle n'avait pas autorisé à parler. Mais ils ont compris la dynamique. Hein? Puis nous, on est très informels dans nos approches, les Québécois. Là, à un moment donné, ils ont comme dû... Ils ont vu qu'ils pouvaient parler, puis c'était correct. On les encourageait à parler, parce que deuxième mission, on est là pour les coacher. Fait que si tu m'alimentes pas, je peux pas t'alimenter, là. Mais ça a été... ce mardi matin-là a été ardu, là. Mais une fois que ça a levé, là, la mayonnaise a pris. Ça termine l'entrevue. Maude, merci beaucoup de ton temps et de ton implication pour ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis moi, je terminerai juste, en tout cas, si mon ancien patron écoute tout ça, merci Normand, merci Bruno, mes anciens patrons. Ça a été une chance inouïe que vous m'avez donnée. Puis particulièrement Bruno, on a eu beaucoup de plaisir. Maude, merci beaucoup.